Donc bonsoir, je suis Laetitia Jiménez et pas Corsac Jiménez comme c'est marqué dans le programme, parce que Corsac c'est le nom de mon projet. C'était le petit truc rigolo du programme. Je vais vous présenter ce soir du coup mon travail de thèse qui s'intitule « Perception du rôle du médecin généraliste par les patients atteints de cancer par le prisme des inégalités sociales de santé » et donc dans le cadre du projet Corsac. Donc pour commencer, ce projet, c'est quelque chose qui a été financé par l'INCa, mais personnellement, je n'ai aucun lien d'intérêt à déclarer. Donc un peu de contexte, Céline et Aurore, je crois ton prénom, c'est ça ? Pardon, Adélaïde, rien à voir. Ont déjà introduit beaucoup de notions. Donc le cancer, je ne vous apprends rien, c'est un enjeu de santé publique majeur dont on a beaucoup parlé sur ce congrès. Depuis la loi HPST et les différents plans cancer, le médecin généraliste est évidemment un acteur central du parcours de soins, et on sait que dans le cancer, on aimerait qu'il soit impliqué en tout cas dans tous les temps du cancer, donc aussi bien dans la phase de prévention, de dépistage, d'annonce, de traitement et de suivi. Une autre problématique nous est apparue, donc c'est que Céline a bien introduit, celle des inégalités sociales de santé. Il faut savoir qu'en France, on est très mauvais. On est un des pays d'Europe les plus gros d'inégalités sociales de santé. Elle traverse la population, comme l'a très bien dit Céline. Et une définition moi, que j'avais, mais qui rejoint beaucoup la tienne, c'était la correspondance entre la position sociale des individus et leur état de santé. On sait que le cancer, et les deux premières présentations ont très bien dit, n'échappe pas à ces inégalités, donc aussi bien sociales et territoriales, en ce qui concerne l'exposition aux facteurs de risque, mais également l'accès au dépistage et aux soins. Donc, à partir de tous ces constats, donc, le projet Corsac est né en 2012. Il s'est fait en 2 volets, donc un premier volet en 2012, un deuxième volet en 2015. Je vais vous en reparler un petit peu. Dans le but, en fait, était de s'intéresser, de comprendre le parcours de soins des patients atteints de cancer et de comprendre leur regard sur leur propre prise en charge. Donc mon objectif principal, et je vous présenterai que l'objectif principal parce que c'était beaucoup trop long sinon, c'était de comprendre la perception par les patients du rôle actuel du médecin généraliste dans la prise en charge du cancer selon leur gradient social. Donc pour ce faire, nous avons utilisé une méthode qualitative avec une approche phénoménologique. Pour constituer l'échantillon, on a essayé de le faire en variation maximale, donc sur différents critères. Il fallait que ce soit des sujets évidemment majeurs atteints de cancer. Et là, on a pris tout type de cancer, quel que soit donc le type, le stade et le type de traitement. On a recherché des diversités de lieux de prise en charge et de profils socio-économiques, évidemment, que je vous redétaillerai un petit peu après. Et il fallait que l'état physique et la compréhension soient compatibles avec la réalisation d'un entretien, sachant qu'on partait sur des entretiens environ d'1 heure. Donc ce n'est pas forcément supportable par tout type de patient. Le recrutement s'est fait en 2 phases, en 2012-2013 au moment du lancement du projet, et en 2015-2016, moment auquel moi j'ai rejoint le projet. Donc un premier volet et un deuxième volet. En fait, le premier volet avait été fait en CLCC, donc en centre de lutte contre le cancer, avec un recrutement exclusivement de patients de catégories socio-économiques favorisées. Et le deuxième volet a été instauré dans le but d'explorer la prise en charge du cancer chez d'autres types de profils socio-économiques, notamment intermédiaires et défavorisés. Et c'est à ce moment-là que moi je suis entrée pour mon travail de thèse. Donc le recrutement s'est fait en CLCC, centre de lutte spécialisé, en centre hospitalier généraux et en cabinet libéraux de médecine générale dans 3 régions sous l'ancienne dénomination, donc Île-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le recueil des données s'est fait par entretien individuel semi-directif, donc à l'aide d'un guide d'entretien qui avait été largement élaboré sur le premier volet que moi j'ai peu retouché, et avec le journal de bord où je recueillais toutes les notions au fur et à mesure des entretiens. Le codage s'est fait par unité de sens. Et le plus intéressant, donc l'évaluation du gradient social s'est fait selon 11 critères socio-économiques que je ne vais pas tous vous détailler, mais il y avait notamment dedans le niveau d'éducation, la profession, le type de logement, le type de ressources et la protection sociale. Évaluation du gradient qui s'est fait aussi avec le niveau de compréhension et d'expression et selon l'environnement de vie. Et ça, c'était notamment hyper intéressant quand j'ai eu la chance d'aller faire les entretiens à domicile, parce qu'évidemment, on apprend comme en visite médicale beaucoup plus quand on est au domicile des patients. Donc à partir de ces différents critères, les participants étaient classés en 3 catégories, donc défavorisés, intermédiaires ou favorisés, et l'analyse des verbatims s'est faite selon le gradient social.
Donc 19 entretiens ont été réalisés, dont 10 par moi-même et le reste par mon directeur de thèse et une anthropologue. La durée moyenne des entretiens était d'1h23, avec un âge moyen des participants à 57,2 ans, un minimum à 35 et un maximum à 76 ans. 11 femmes pour 8 hommes. Le lieu de recrutement donc, était diversifié, je vous l'ai dit sur la diapo juste avant. Et type de cancer, voilà, on voit qu'il y avait un peu de tout, puisque le but était vraiment de diversifier les profils, donc des cancers du sein, du poumon, du côlon, du rectum, prostate, ovaire, œsophage, larynx et lymphome. Et en ce qui concernait les catégories sociales, on a donc pu classer 7 participants dans la catégorie défavorisée, 6 en intermédiaire et 6 en favorisée. Donc, je vais vous présenter la partie résultats. Concernant le mode de suivi, donc quand on parle de cancer, en général, on a l'habitude de parler selon 3 modes de suivi. Donc, le séquentiel, le parallèle et le... Ça y est, j'ai oublié. Séquentiel, parallèle et ça va me revenir au fur et à mesure. Et partagé, c'est celui qui est marqué. Le séquentiel, du coup, c'est celui où l'oncologue s'occupe de la prise en charge du cancer et des autres types de pathologies. Le parallèle, médecin généraliste, entre autres, s'occupe de tout ce qui est autres pathologies et oncologue s'occupe de la partie oncologique. Et le partagé, chacun s'occupe des deux, notamment le médecin généraliste est vraiment impliqué dans la prise en charge du cancer. Et on voit que donc, tous les types de suivi étaient trouvés dans mon échantillon, mais qu'il y avait une prédominance du suivi partagé chez les patients de catégorie intermédiaire ou favorisée. En ce qui concerne la communication ville-hôpital, elle semblait effective, en tout cas rapportée telle qu'elle par tous les patients, donc quel que soit leur gradient social. Mais quand un dossier de suivi était remis, il n'était que pour les participants de catégorie intermédiaire ou favorisée, et avec la nuance en plus que ces patients étaient suivis en clinique privée, parce que je les ai recrutés en cabinet de médecine générale, mais on pouvait avoir affaire à des patients qui avaient été suivis en clinique privée. Donc pour illustrer ça, je vous lis une citation de Madame P6, qui était donc, de catégorie favorisée. Donc elle parle de l'interne d'oncologie de l'hôpital de jour, me dit écoutez, si ça se reproduit, il faut que vous voyiez votre médecin généraliste. Et la patiente me dit oui, je crois que de toute façon, donc l'hôpital, il se repose beaucoup sur le médecin généraliste pour ce genre de choses. Et là, on parlait des effets secondaires des traitements. La gestion des tâches administratives, donc c'est-à-dire notamment la mise en place de l'ALD du 100%, des arrêts de travail, enfin tout ce qui est un peu gestion administrative classique, semblait efficiente pour tout type, enfin pour tous les patients. L'implication dans la gestion des effets désirables, elle était relative, mais elle semblait beaucoup plus dépendre des compétences et du fait que les médecins n'étaient pas à l'aise avec ce genre de prise en charge plutôt que du gradient social des patients. Et le soutien psychologique, c'était quelque chose qui était retrouvé de manière unanime. Donc le médecin généraliste était vraiment un soutien sur ce versant-là. Donc là, j'avais quelques verbatims. Donc Madame P15 qui nous dit, pour les tâches administratives, que le docteur C m'avait dit le premier mois, il est pratiquement obligatoire avec une pathologie comme ça. Donc c'est son médecin généraliste qui avait introduit cette notion de temps partiel thérapeutique. Concernant la gestion des effets indésirables, Monsieur P4 dit « il m'a dit, pour ça je ne peux rien faire, ça va être votre lot ». Là on parlait des vomissements, des effets secondaires. Et concernant le soutien psychologique, Madame P7 me disait « ça n'allait pas du tout, donc j'ai été obligée de venir chez le docteur R, son médecin généraliste, qui m'a dit « c'est tout à fait normal, je comprends très bien ». Donc une empathie à ce moment-là. D'autres compétences ont été retrouvées, notamment celle de ce qu'on a appelé nous et qui était retrouvé dans la littérature, le rôle de médecin-interprète, notamment pour tout ce qui était clarification d'informations données à l'hôpital et qui n'avaient pas été forcément comprises. Mais ces autres compétences dépendaient plutôt du type de cancer et du type de traitement plutôt que du gradient social des patients. Peu de reproches ont été faits, et ça j'y reviendrai juste après dans la discussion, mais tous, en tout cas, tous les reproches qui ont été faits ont été évoqués par les participants les plus défavorisés. Et globalement, j'ai quand même eu une perception très positive du rôle du médecin généraliste après l'annonce. Et je pense, je le dirai en discussion, que ça dépendait aussi de mon rôle de médecin généraliste chercheuse. Je vous cite, du coup, pour les autres compétences. Et puis après, il me les lit en parlant des comptes rendus d'HDJ. Il me détaille parce que moi, je demande toujours les détails. Je suis un peu curieuse. Madame P1, j'ai dit au docteur « mais vous me prenez pour un ministre ?» Mon docteur traitant me répond « ah mais moi je ne savais pas, j'ai dit mais regardez un peu dans votre liste, moi je ne peux pas, hein. » Là c'est à propos d'un traitement qu'elle ne pouvait pas payer. Et donc pour décrire ce rôle un peu de perception globale, c'est un interlocuteur décrit comme très satisfaisant, efficace, à l'écoute, disponible, plus accessible que les spécialistes et ayant un rôle qualifié de pilote dans le réseau des intervenants professionnels du cancer.
Donc globalement, on l'a vu, c'était en contraste avec ce qui s'est dit avant, une perception vraiment plutôt positive du médecin généraliste en phase d'investigation, diagnostic et ou depuis l'annonce de la maladie, mais les médecins généralistes étaient beaucoup plus régulièrement sollicités par les participants de catégories sociales intermédiaires et favorisées. Et ça, c'est un autre volet de ma thèse. Les ressources, évidemment, ça c'est quelque chose d'assez admis, financières, matérielles, humaines et psychologiques pour lutter contre la maladie étaient beaucoup moins disponibles et moins utilisées par les participants les plus défavorisés. Donc rapidement, je vous énonce surtout les limites. La saturation des données pouvait être discutable parce qu'on n'a pas réussi à avoir de patients de grande précarité. Donc cette partie-là de la population n'était pas forcément bien présente dans mon échantillon. On a eu une difficulté de recrutement parce qu'au début, on devait recruter qu'en hôpital. Et finalement, on a été amené à recruter en cabinet de médecine générale, ce qui peut créer une limite, en tout cas dans l'étude. Et le plus gros écueil, je pense, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'outils standardisés pour l'évaluation du gradient social. Donc on a le score EPIS qui a été présenté juste avant, mais qui s'occupe que du versant précarité. Et du coup, on a fait une évaluation quand même assez subjective, et ça, c'est quand même une limite de l'étude. Et ma posture de futur médecin généraliste a très probablement dû influencer les discours, d'où peut-être la perception assez positive que j'en ressors. Donc en discussion, il faut le voir pour notamment éviter un des derniers verbatims concernant la situation sociale. Je pense qu'il faut vraiment encourager les médecins généralistes à recueillir la situation sociale des patients, sensibiliser la médecine générale. Et pour ça, Céline en avait parlé aussi, il y a des recommandations qui ont été faites par le collège en 2014 qui sont plutôt bien détaillées. Je pense que maintenant, on est plus sur le versant comment les mettre en place, notamment dans les logiciels médicaux et quoi en tirer. L'accès à la prévention au dépistage, ça peut passer donc par plusieurs types d'outils, notamment les fiches d'effets secondaires qu'on peut retrouver qui sont disponibles sur certains réseaux d'oncologie. Donc nous, en Midi-Pyrénées, on COMIP. Le respect du dispositif d'annonce et des 4 temps avec la participation du médecin généraliste en 4e temps, en tout cas l'articulation ville-hôpital, et la généralisation du DCC, donc dossier communicant de cancérologie, qui permettrait d'avoir vraiment un suivi partagé avec les spécialistes. Et en perspective, et je terminerai là-dessus, le projet Corsac, c'est un projet de beaucoup plus grande envergure. Et là, il va être étudié du coup, la vision côté soignant, donc pas que médecin, mais également infirmiers et autres professionnels, et notamment la notion aussi chez les patients d'empowerment, qu'on pourrait traduire d'empouvoirment, mais c'est pas très joli en français, des patients, donc comment ils s'approprient leur propre prise en charge, et voilà, et diffuser tous les outils que je viens de vous citer. Je vous remercie.